la question de la prévention, c'est presque du bon sens. On dit il vaut mieux prévenir que guérir, et c'est vrai, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà. Alors après, on dira mais prévenir les maladies mentales c'est compliqué. Bon, en fait, vous savez, hein, si on arrive à prévenir la violence intrafamiliale, les problèmes de psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et même du sujet âgé diminueraient considérablement. Donc, il y a un accord international sur le sujet. Donc du coup, vu de loin, c'est pas si difficile que ça. Et pourtant, on n'y arrive pas. Et c'est étonnant, et on n'y arrive pas dans à peu près tous les pays du monde. Alors du coup, c'est un peu notre responsabilité de se demander pourquoi, alors qu'il y a quelque chose qui est simple à portée de la main, et que ce sont nos enfants, et pourquoi on n'arrive pas à faire que des choses aussi simples que ça bougent. Alors bien sûr, il y a des arguments psychologiques hein, qui sont réels. À propos de la violence intrafamiliale, c'est que, en fait, on ne veut pas la voir. Par exemple, on oublie que, vous savez, la majorité des homicides sont faits à l'intérieur d'une famille, et la majorité des viols sont faits à l'intérieur d'une famille. Et même quand on le dit, en fait, on n'arrive pas à... Si je vous parle d'un homicide, moi j'associe tout de suite à Marseille, il se tire dessus à la Kalachnikov, etc. Voilà. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plutôt, en général, un mari qui tue sa femme. Devant ses enfants. Et donc ça se passe pas bien après. Donc, il y a une résistance à voir cette violence intrafamiliale. Et alors, pourtant, il y a des psychanalystes qui ont écrit dessus. Hein. Notamment, on a écrit qu'il est normal, par exemple, qu'une jeune maman qui vient d'accoucher ait de la haine pour son enfant. Et alors, je suis sûr que parmi vous, je vois beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes femmes. Peut-être que ce que je vous dis là, qu'une jeune maman puisse avoir la haine de son enfant, ça vous choque. Ben, en fait, quand on y pense, quand même, l'accouchement, ça fait mal et ça détruit un peu le corps. Et donc la maman va lui en vouloir de lui avoir abîmé son corps. Et puis, téter, c'est pas forcément si agréable que ça pour toutes les femmes. Et puis parfois, il refuse de prendre sa nourriture, alors que dès que sa tante arrive, elle le prend et il va tout manger. Et c'est franchement injuste. Pourquoi il fait ça ? Et puis il pleure la nuit, etc., etc., etc. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous ont eu des enfants, et vous savez bien que par moments, on le déteste. C'est tout simplement naturel. Mais vous voyez à quel point, même pour des soignants, c'est dur de le dire, c'est dur de le reconnaître, que par moments, on déteste nos enfants. Donc oui, là, il y a un nœud de psychologie humaine assez essentiel, que l'on ne veut pas voir et qui explique sûrement qu'on a du mal à en parler. J'en ai déjà fait l'expérience, un congrès un peu comme ça, qui était organisé par l'association des personnes victimes d'inceste et tout ça. Je leur disais, mais vous savez, pour ce que vous avez vécu, c'est dur, mais en fait, si on veut vraiment le changer, il faut qu'on prenne conscience de ça, quoi. Eh bien, c'était impossible, c'était impossible. Ce que j'ai dit, il y avait un mur entre eux et moi, et elle et moi en général. C'était un non, je ne veux pas entendre ça. Donc on pourrait dire, bon ben d'accord, alors les problèmes de prévention santé mentale, c'est un problème de refoulement, de déni, qu'on ne veut pas voir les problèmes. Mais je ne crois pas que ça soit la seule raison. C'est une raison, mais ce n'est pas la seule. Parce que une autre façon de prévenir les maladies mentales aujourd'hui, c'est de faire du dépistage génétique in utero et de faire des interruptions thérapeutiques de grossesse. C'est en train d'être proposé dans l'autisme. Et là, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir du tout, du tout, du tout, du tout. Et là aussi, on commence à pointer du doigt le problème, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes interlocuteurs qui vont parler de choses aussi différentes que la violence intrafamiliale, avec tout ce dont on vient de parler, et puis le dépistage anténatal génétique de l'autisme. Et pourtant, vous voyez, c'est le même champ et le grand écart est colossal. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de spécialités médicales où le grand écart soit aussi. Alors, vous me direz, pourquoi le problème du dépistage in utero de l'autisme, après tout, on le fait pour la trisomie 21,
et so what, quoi. So what, ben, je l'ai vécu en ce moment, vous savez, on est en train de mettre sur pied le 4e plan autisme. Il y a des hauts et il y a des bas, mais ça, on a l'habitude dans l'autisme, c'est pas forcément simple, c'est la vie. Donc, je me suis occupé du comité recherche. Alors, ça a été très intéressant, pas si chaud que prévu. Bon, il y avait des associations de parents, il y avait des associations d'autoreprésentants, donc de sujets autistes, des psychologues antipsychanalystes, des psychiatres qui n'étaient pas, enfin qui étaient psychiatres mais qui n'étaient pas antipsychanalystes, des psychiatres physiologistes, des neuroscientifiques, etc. Donc on a essayé de se mettre d'accord et on y est arrivé. De se mettre d'accord autour d'un plan recherche dans l'autisme. Et à un moment donné, il y a eu la question du dépistage et de la génétique. Et c'était très touchant parce qu'il y avait côte à côte un autoreprésentant et un représentant des familles. Et l'autoreprésentant a dit, mais attendez, là, vous voulez me tuer moi. Parce que bien entendu, aujourd'hui la génétique n'arrive pas à discriminer vraiment quelqu'un qui va être autiste avec un retard de développement massif et quelqu'un qui va être autiste avec un fonctionnement à peu près normal. Et ils étaient assis côte à côte et nous on était à l'écart, hein. Les soignants, c'était pas une question de soignants, hein. Souvent on dit ben, l'autisme c'est un problème de soignants et de soignés ils se comprennent pas, etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc oui, alors la prévention, ça peut être compliqué. Alors, plus généralement, figurez-vous, on dit vaut mieux prévenir que guérir. C'est vrai, je suis d'accord. Mais on oublie, en particulier quand on est soignant, qu'il peut y avoir des effets indésirables à la prévention. Et ça, alors là, ça choque, si vous voulez. Et parce que spontanément, la prévention, c'est bien. C'est bien, voilà, c'est gentil, ça ne peut pas faire de mal. Et ben, c'est pas vrai, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais vous savez, en général, quand des médecins font des choses, ça peut faire du mal. C'est une règle. Hein. Alors, là, récemment, alors, dans la prévention des cancers, hein, c'est là que ça a été le plus étudié. Vous avez dû entendre parler hein, de cette étude qui a été faite dans l'année, qui a montré qu'on avait traité, en faisant un dépistage systématique des cancers de la thyroïde, on a traité des hommes, et 300 000 hommes et femmes à tort, avec une thyroïdectomie élargie, plus radiothérapie, etc. Et alors, quand on regarde comment ça s'est passé, en fait, c'est très subtil, parce que tout a l'air clean. Tout a l'air clean. On a maintenant des techniques de dépistage très efficaces et on a trouvé des cellules cancéreuses et on les a traitées avec des algorithmes thérapeutiques conformes à ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire des soins prouvés par la science, etc. Donc on a l'impression que que tout ça est rationnel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est qu'en fait, quand on décide d'un algorithme de soins, c'est un algorithme de soins qui est fait sur une maladie qui a été caractérisée de façon biologique, mais aussi par une maladie qui correspond à un patient qui s'est plaint de quelque chose et qui est allé consulter. Par définition, vous voyez, on traite des patients qui ont une maladie, mais qui ont aussi consulté un médecin parce qu'ils n'allaient pas bien. Or, ces patients, en fait, n'ont pas la même maladie que ceux que l'on dépiste sans qu'ils sachent qu'ils soient malades. Vous voyez, il y a un décalage en fait. Ça n'est pas le même phénotype, ça n'est pas le même stade de la maladie. Et donc on a appliqué à tort des algorithmes thérapeutiques en pensant que c'était adapté. En pensant que c'était adapté. Et donc en fait, on a fait, en voulant prévenir, on a fait des choses pas bien. Alors il y a d'autres exemples, hein, le cancer de la prostate. Qui est un scandale de santé publique du même niveau que la prise en charge de l'autisme dans les années 60, hein, c'est du même niveau, c'est-à-dire que l'idée c'est que si on trouve, alors vous savez les mesures de PSA déjà c'est foireux, mais même si on fait des biopsies
de prostate qu'on trouve des cellules cancéreuses, eh ben on va proposer de faire une prostatectomie élargie, c'est-à-dire une fois sur deux de rendre l'homme impuissant et incontinent, quand même. Mais en fait, on s'est rendu compte, en faisant des biopsies, des analyses de prostate par anatomopathologie chez des gens morts pour un accident de la route, eh bien, 30% des hommes de 30 ans ont des cellules cancéreuses dans leur prostate, 80% des hommes de 80 ans ont des cellules cancéreuses dans la prostate. Voilà. Mais l'immense majorité, eh ben, ça leur fera rien de toute leur vie. Et donc, voilà. Donc, du coup, alors, comment on va faire pour prévenir le cancer de la prostate? Et aujourd'hui, pour le cancer du sein, la question se pose. On n'est pas d'accord. Alors, vous me direz, c'est le cancer. Ben oui, mais bon, ben oui, mais en psychiatrie, il y a des chances que ça soit pas plus simple. Hein. Il y a des chances que ça soit pas plus simple. Et bien sûr, alors, souvent, là, en ce moment, il y a une question qui se pose sur le dépistage précoce de l'autisme, par exemple, hein, qui est un véritable enjeu de prévention plutôt secondaire, on dirait, mais peu importe. Un véritable enjeu majeur dans les 20 années à venir. Et donc, il va falloir le faire. Le problème, c'est comment, hein. Et donc là, il y a des collègues qui disent, ben, faut y aller. Et d'ailleurs, dans le 4e plan autisme, il va falloir faire gaffe parce qu'ils vont en parler. Hein. Et j'ai peur qu'ils n'en parlent pas avec les précautions nécessaires. C'est qu'on va dire, bon, à partir de 18 mois, 24 mois, etc., on commence à savoir si un enfant est à risque élevé d'autisme ou pas, voire même l'est ou pas. Donc, on va dépister pour avoir des interventions précoces. D'accord. Mais en fait, comme l'autisme est une maladie rare quand même, alors, j'ai prononcé le mot maladie, mais on est d'accord, on est entre nous, on pourra en discuter. C'est une maladie rare, 1% de la population, donc ça veut dire 99% ne vont pas l'avoir, mais tous les tests diagnostiques ont des faux positifs. Même en étant un bon test diagnostic, même avec une sensibilité, une spécificité de 90%, c'est-à-dire un bon test diagnostic, mais sur les 99% qui n'ont pas l'autisme, ben, il y en a plein qu'on va trouver autistes. Alors on va dire, ah, bonjour madame, bonjour monsieur, bon, il y a un petit problème avec le test qu'on a fait, alors on est bien d'accord, c'est un test qui dépiste l'autisme, mais là on n'en est pas sûr, etc. Sauf que les gens, ils entendent, hein. Vous savez, c'est comme quand vous avez une mammographie, on vous dit, oh, on a une petite crainte, bah, c'est pas une crainte d'avoir mal à la gorge, hein, c'est une crainte d'avoir un cancer du sein. Et les femmes, elles savent, bon, alors, j'ai un cancer du sein, c'est ça qu'on pense, hein. Et on va le penser pendant les 3 semaines avant d'avoir la ponction biopsie, qui va permettre de dire, finalement, vous ne l'avez pas. Mais vous savez, même dans ce cas-là, en fait, la femme continue à... Mais si ça se trouve, la ponction biopsie, elle était négative à tort. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc encore, vous voyez, un cancer du sein, on le palpe, c'est matériel. Mais l'autisme, c'est immatériel. Et encore une fois, comme je vous le disais, on a des relations compliquées avec nos enfants. Et bien un jour, ça peut nous échapper. D'abord, tu me fais chier. D'abord, on m'avait dit que tu étais autiste quand tu avais 2 ans, et tu vois, j'en étais sûr, t'es barge. Ben oui, mais c'est... Vous croyez qu'autour de la table, quand on est avec nos enfants et qu'ils nous énervent, on ne dit pas des trucs comme ça? Et donc, alors, mais vous voyez, ce qui est drôle, c'est que vous riez. Bien sûr, on rit de ça, hein. Mais en fait, ça fait mal, quoi. Ça fait mal de... ça peut être d'une extrême violence, hein, qu'un parent dise à son enfant, mais tu sais, on m'avait dit que tu étais barge, hein. Mais c'est pas grave. Oui, bien sûr, c'est la vie, quoi. Bien sûr, on dit c'est la vie. Mais ça fait du mal. Ça peut faire beaucoup de mal. Donc, et ça, vous voyez, ce genre de choses, on a beaucoup de mal à le faire passer. Alors, bon, d'accord, mais vous me direz, bah, alors mais la pédopsychiatrie, d'autant plus, a des choses à dire là-dedans, vous voyez, puisqu'on déconstruit les problèmes qu'il pourrait y avoir de dépistage et de prévention des maladies mentales. Ok, mais alors après, les choses se compliquent. C'est que quand les psychiatres ou ceux qui y ressemblent font des études épidémiologiques pour voir les prévalences des maladies mentales, c'est-à-dire combien y a-t-il d'adolescents et d'enfants avec des maladies psychiatriques? Eh bien, l'étude
La mieux faite, qui a dû coûter horriblement cher, elle a été faite aux États-Unis, parce que faut être honnête, c'est les champions de l'épidémiologie psychiatrique, c'est les plus forts, ils font ça très bien. Eh bien, ils ont trouvé qu'un adolescent sur deux allait présenter un trouble psychiatrique avéré. Et j'ai calculé, j'ai calculé que si c'était ça en France, si on veut, du coup, s'ils ont un trouble psychiatrique avéré, il faut les prendre en charge. Il faut les prendre en charge, et vous savez qu'à peu près, presque tous les troubles psychiatriques pour adolescents avérés nécessitent un soin psychothérapeutique. Que ce soit une dépression, un TOC, un trouble externalisé, en général, il faut avoir un contact psychothérapeutique. Eh bien, les 10 000 psychothérapeutes français ne suffiraient pas. C'est-à-dire que si ça c'est vrai, et si on veut soigner correctement nos adolescents, il faudrait que tous les psychothérapeutes français ne s'occupent que des adolescents. Donc vous voyez, là il y a un problème. Il y a un problème, c'est que, alors c'est de la prévention secondaire, c'est-à-dire si on commence à dépister les adolescents qui vont pas bien et qu'on leur propose un soin pour faire qu'ils aillent mieux, si on le fait rationnellement, c'est pas soutenable, comme on dit. C'est pas soutenable. Dans un pays qui n'est pas un pays pauvre. Alors vous imaginez comment on peut faire ça pour les pays qui sont moins riches. Et on pourrait décliner comme ça les problèmes à l'infini. On pourrait revenir au zéro de conduite. Vous savez pas de zéro conduite. Vous savez quand Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, avait proposé de dépister les troubles du comportement chez les enfants de 3 ans afin de prévenir. On pourrait discuter, hein, c'était une histoire plus compliquée que ça, mais enfin c'était quand même ça qui avait été proposé, et ça avait suscité un certain embarras dans le pays. Hein. Et c'était un but de prévention. On ne peut pas dire le contraire. Donc vous voyez, la prévention des maladies mentales, ça touche des choses complètement différentes. Ça va de la normalisation de comportements proposés par des politiques, en passant par la prévention de la violence intrafamiliale, en allant jusqu'au dépistage génétique de troubles compliqués, etc. etc. Et alors, ce qui complique encore plus, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de prévention de maladies mentales, même l'entité même de maladie mentale, elle commence à poser problème. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai parlé d'autisme, et même on pourrait parler d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Eh bien, ces maladies sont considérées comme des maladies neurodéveloppementales. Donc vous voyez, on ne dit plus maladie mentale, on dit maladie neurodéveloppementale. Alors qu'en même temps, de façon paradoxale, vous voyez, on a l'impression qu'on a envie de dépsychiatriser certains troubles en les neurologisant, mais en même temps, au début des années 2000, ça a été évalué par le comité de santé publique, il y a eu une augmentation de 50% des consultations en CMP. Vous voyez, au même moment où la société demande à la pédopsychiatrie de prendre en charge de plus en plus d'enfants, au même moment, on dépsychiatrise les syndromes. C'est extraordinairement curieux comme situation ambivalente, où on a l'impression qu'en termes académiques, on ne veut pas voir la psychiatrie, mais quand on a un enfant qui ne va pas bien, alors vite, on va aller voir le professionnel. Et là, il y a un vrai problème qui fait que du coup, on peut pas travailler sérieusement. On ne peut pas... oui, déjà, prévenir les maladies, c'est pas si simple que ça. Prévenir les maladies mentales, c'est indispensable. On peut le faire, mais c'est pas simple non plus. Mais alors, si la société n'est pas raisonnable, n'est pas lucide, elle n'est pas carrée sur la question de ce qu'est la maladie psychiatrique ou ce qu'elle n'est pas, alors on ne va pas y arriver. Et donc du coup, moi je pense que c'est, de mon point de vue, c'est un noyau vraiment très fort du problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle. Et alors, la société ne sait pas de quoi elle parle quand elle parle de la psychiatrie. C'est vrai, c'est un problème, mais j'ai l'impression que même nous, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. C'est ça qui rend quand même les choses plus problématiques.
c'est que demander à un psychiatre, en fait, qu'est-ce qui fait que ces maladies sont des maladies qui ne sont pas des maladies neurologiques? Eh bien, vous allez voir que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Bon, on peut prendre, alors c'est pas de la pédopsychiatrie, mais qu'est-ce qui fait qu'une démence, qu'une maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie psychiatrique? C'est pas si clair que ça. Et d'ailleurs, la maladie d'Alzheimer, elle est dans le DSM, qui est l'espèce de bible nord-américaine de classification nord-américaine des maladies psychiatriques. Il y a les démences dedans. Mais pourtant, pour des médecins, la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie psychiatrique, c'est une maladie neurologique. Donc, je vous propose là, pendant une bonne vingtaine de minutes, de réfléchir à ça, d'essayer de déconstruire au maximum ce que c'est que la psychiatrie et la pédopsychiatrie, pour essayer de le reconstruire, et puis à la fin de dire, ben, finalement, alors on s'en sert à quoi pour la prévention des maladies psychiatriques? Alors, bon, la psychiatrie. Alors, si vous interrogez dans la rue à quoi sert un psychiatre, à quoi sert la psychiatrie, ben, les gens disent ça sert à soigner les fous. Et d'ailleurs, j'ai même entendu beaucoup de psychiatres dire ça. Et c'est ça qui m'étonne. C'est ça qui m'étonne parce que si vous allez dans la salle d'attente en ville d'un psychiatre, vous ne verrez aucun fou. Il n'y a pas de différence entre une salle d'attente d'un psychiatre et une salle d'attente d'un comptable. Vous pouvez vous asseoir, on pourrait faire l'expérience à l'aveugle. Hein, vous vous asseyez dans la salle d'attente, vous discutez avec les patients. Entre un patient anxieux et quelqu'un qui va voir son comptable, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Donc, déjà, il y a donc il faudrait dire une fois pour toutes que la psychiatrie ne sert pas à soigner les fous. C'est pas ça le problème. Et alors, déjà, vous voyez, déjà, on mettrait Foucault un peu à part, etc., qui est quand même. Alors, j'ai rien contre Foucault, c'est un philosophe génial, hein, mais on a quand même des casseroles à traîner autour de l'enfermement, etc., la folie. D'accord, mais bon, c'est pas notre job en fait. C'est là. Alors, je ne nie pas que dans certains cas, on va y revenir, dans certains cas, on propose aux psychiatres de s'occuper de patients, entre guillemets, pour lesquels c'est discutable. Hein. La question se pose. Hein. D'accord. Mais aujourd'hui, vous savez, quand on s'occupe de certains patients obèses parce qu'ils sont obèses, pour moi, c'est pas très différent. Hein. C'est de la normativité des comportements alimentaires. Alors vous allez me dire, ah mais oui, mais c'est un facteur de risque pour être malade. D'accord, mais c'est même pas si clair que ça. Vous savez, le surpoids, c'est à partir d'un IMC de 25. Vous savez, on est en surpoids. On fait le rapport du poids sur la taille au carré. Ça dit si on est plus ou moins rond, plus ou moins filiforme. À partir de 25, on dit qu'on est en surpoids. Eh ben, l'espérance de vie avec un IMC à 25, elle est la même que la mienne. Et moi, j'ai pas un IMC à 25. Donc il y a un vrai, un sociologue ou un anthropologue pourrait vraiment discuter de la question du surpoids et de l'obésité dans notre société. C'est pas aussi simple que ça. Il y a une pression sociale à être mince qui est en partie irrationnelle et qui participe à une représentation de ce qu'on se fait d'un sujet qui va bien, qui est en bonne santé. Eh bien, vous voyez, il n'y a pas qu'en psychiatrie que c'est comme ça. C'est aussi dans les autres maladies. Vous voyez, il ne faut pas qu'on se considère sans arrêt comme étant à part, parce que c'est le psychisme. On va y revenir beaucoup. Donc, notre métier, c'est pas de soigner les fous. C'est pas ça. Alors, bien sûr, parce que sinon, la pédopsychiatrie n'existe pas, parce qu'un enfant fou, c'est quoi? Un enfant qui croit au Père Noël. Puisque fou, c'est pas être irrationnel. Croire au Père Noël, c'est pas très rationnel. Hein. Je suis désolé s'il y en avait qui... Pardon. Donc oui, un enfant fou, ça n'existe pas. On est bien d'accord, ça n'existe pas. Et donc du coup, vous voyez, c'est déjà une première tentation chez beaucoup de nos concitoyens et même de politiques, hein, c'est de dire, ben, la pédopsychiatrie, c'est quoi ce truc, puisque les enfants fous, ça n'existe pas. Donc vous voyez, c'est finalement de quoi on parle. Alors... Pour mieux comprendre comment ça s'est construit, il faut faire un petit saut en arrière historique
qui est instructif, hein. Parce que dans l'histoire de la médecine, jusqu'au milieu du XXe siècle, la médecine, c'est s'occuper des maladies. Ben oui, c'est s'occuper des maladies. Mais pas en pédopsychiatrie. Et ça, c'est vraiment une différence dans les maladies qui sont nées à partir de la fin du XIXe siècle, du XVIIIe siècle, avec la physiologie, donc le dérèglement des organes. Oui, Claude Bernard fait la physiologie du foie. Il montre que le foie fabrique du sucre, etc. Donc les organes ont des fonctions. Parfois, ces fonctions vont mal. Ça fait des maladies. Et l'objectif de la médecine, c'est de réparer ces anomalies de fonction. C'est ça qui crée la pensée médicale forte. D'ailleurs, c'est pas que jusqu'à au milieu du XXe siècle. Hein, c'est quand même, il y a toujours des cardiologues, des pneumologues, des néphrologues. Et la pensée d'organe, la pensée de dysfonctionnement d'un organe structure la médecine occidentale profondément. Profondément. Mais il s'est passé quelque chose au milieu du XXe siècle, très très important, sur lequel on va venir. Mais bien sûr qu'en pédopsychiatrie, on n'a pas du tout eu ça. Et quand on regarde ce qui s'est passé du 19e siècle jusqu'à le milieu du 20e siècle, en fait, ce qui faisait office de pédopsychiatrie était très multidimensionnel et relevait du judiciaire, du pédagogique et vaguement du sanitaire. Hein, c'est-à-dire que l'enfant qui va pas bien fout le bazar et va devenir une graine de voyou. Ce qui, d'ailleurs, est statistiquement pas faux. Un enfant jeune qui a des troubles externalisés a plus de risques de se retrouver en prison 15 ans après. Les statistiques marchent dans tous les pays. Hein. Donc le judiciaire a à voir avec la pédopsychiatrie, naturellement. Le pédagogique et l'éducatif, aussi, puisque l'école est obligatoire depuis le 19e siècle, donc on emmène à l'école tous les enfants, et donc bien sûr, c'est compliqué pour certains d'entre eux. Et donc, la question se pose de comment leur apprendre au mieux, alors que pour certains, c'est compliqué. Et puis le soin, parce qu'on se rend compte quand même qu'il y en a, ça va tellement mal que peut-être que quand même, ça peut relever de ce que les médecins font. Et donc, on a ce mélange-là qui cohabite. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment quelque chose de très intéressant que vous devez savoir, que je ne savais ça pas, c'est qu'en 1909, on s'est demandé où on allait mettre des enfants anormaux. Vous savez, on appelait ça les enfants anormaux à l'époque. Et à propos de la constitution des classes de perfectionnement, les anciennes CLIS. Et donc, il y a eu une lutte entre des médecins qui disaient il faut mettre les enfants de nos asiles dans des classes, dans des écoles qui sont proches des écoles normales. C'est-à-dire on va désinstitutionnaliser les patients asilaires. Et puis vous avez eu, à contrario, des enseignants qui disaient « Ah oui, l'école est obligatoire, mais c'est pas possible, là on ne peut plus, donc il faut faire des classes de perfectionnement pour mettre les enfants anormaux de nos classes dans ces classes de perfectionnement. » Vous voyez la différence de perspective. Hein. Dans un cas, on désinstitutionnalise des enfants, dans l'autre cas, on met à l'écart des enfants qui n'arrivent pas à suivre dans une classe normale. Eh bien, ça a été choisi, et le choix, ça a été que les classes de perfectionnement seraient pour les enfants qui n'arrivaient pas à suivre dans les classes normales. Ça aurait été l'autre choix, je crois que notre système de soins pédopsychiatriques aurait complètement changé. Donc, vous voyez, un premier point, déjà, il y a une tension. Et alors, donc j'en arrive au milieu du XXe siècle. Alors là, vraiment, c'est à peu près pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec la Seconde Guerre mondiale, ou du moins marginalement. Mais il s'est passé 3 choses au même moment qui changent à la fois la médecine, les questions de médecine, les questions de santé et les questions de prise en charge des enfants et des problèmes pédopsychiatriques. Alors, le premier point, c'est que la médecine ne devient plus uniquement, en termes philosophiques, la régularisation d'un problème de fonctionnement d'organes, puisqu'il y a ce philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, et qui était un médecin aussi,
d'abord un philosophe, puis un médecin, et qui dit « La médecine, elle est née de l'appel du malade. Elle n'est pas née du dysfonctionnement de l'organe, elle est née de l'appel du malade. » C'est-à-dire on subjectivise la médecine. La médecine s'occupe d'un malade et ne s'occupe pas de maladie. Et ça, figurez-vous que c'est assez français, parce que le mot « malade » n'existe pas en anglais. C'est très curieux. Ils ont le mot « patient », comme patient, hein. Mais patient, en fait, c'est un usager d'un service de soins, c'est un patient. Or, c'est pas être malade, être un malade, ça n'est pas la même chose que d'être un patient. Il y a une nuance réelle. Et donc, ils peuvent dire sick person, c'est-à-dire une personne souffrante. C'est proche, hein, mais c'est pas exactement la même chose que d'être un malade. Je suis malade, c'est comme il le dit très bien, hein. C'est-à-dire, je suis en souffrance. Il dit, la médecine est née de l'appel du malade, de l'attention portée à sa souffrance. Je suis en souffrance, je vais vraiment mal, j'ai besoin qu'on m'aide, je sonne à la porte du médecin, je suis malade. Donc ça, c'est 1943, et là aussi, ça structure aujourd'hui très fortement la pensée médicale. Donc il y a ça. Mais, alors, en 1944, au gouvernement de Vichy, il y a une ordonnance, alors ça n'a rien à voir avec Canguilhem, c'est administratif et médico-administratif, qui décide de l'orientation des enfants à problème. Et donc, et le postulat, c'est l'éducabilité. C'est-à-dire, si l'éducabilité, quand un enfant est à problème, est anormal, si l'éducabilité est grande, il va en classe de perfectionnement. Si elle est moyenne mais jouable, il va en IME. Et si c'est la catastrophe, il va dans le système sanitaire. On est un peu toujours dans la même situation 70 ans après. C'est pas la même chose, hein, mais il y a une structuration du pédagogique, médico-social, sanitaire, qui là aussi est assez français. Vous voyez, la notion de médico-social n'existe pas dans la plupart des pays. Il y a special education, ce qui est quand même pas la même chose que médico-social. Et quand on se rend compte... Alors, il y a des tensions entre special education et healthcare. Dans les autres pays, il y a des tensions, comme chez nous, il faut être honnête, il y a des tensions entre les différentes institutions. Mais elles sont pas exactes, les lignes de clivage ne sont pas exactement les mêmes. Et donc cette ordonnance de 1944 est très très forte. Et puis en 1946, il y a l'OMS qui définit la notion de santé. Et ça, c'est là aussi, on n'imagine pas à quel point c'est très sympa, mais ça a affiché un bazar énorme dans le monde de la médecine et de la psychiatrie en particulier. C'est que avant, la santé, c'était la vie dans le silence des organes. C'est-à-dire, quand je ne sens pas que j'ai un corps, alors je suis en bonne santé. Moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve que ça me parle. Quand est-on en bonne santé? Quand on ne sent pas que c'est lourd de porter son organisme. Vous voyez, quand on vit comme ça, dans une espèce de silence des organes, on est en bonne santé. Alors peut-être, bien sûr, je suis un médecin, le riche c'était un médecin qui a proposé ça, peut-être que c'est un biais. Mais alors donc, l'OMS change complètement de point de vue et prend la définition que vous connaissez tous, hein, l'état de bien-être total, social, psychique et physique, qui est un truc complètement, qui est philosophiquement complètement impossible. Et d'ailleurs même, il y a des gens qui disent c'est insupportable. Imaginez un état de physique, un état de bien-être total, physique, psychique et social, c'est épuisant. On tient 30 secondes, quoi. À la fin, on n'en peut plus. Mais vous voyez à quel point c'est curieux, ce truc-là. Et alors, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ça doit aller dans... Vous voyez, c'est sûrement la même logique qui a participé de celle de Canguilhem, qui est la subjectivation, un processus de subjectivation, c'est-à-dire le sujet doit rentrer dans la médecine. Donc avant c'était des dysfonctionnements d'organes, Canguilhem il dit non, c'est la souffrance du sujet, et l'OMS dit en fait nous avons le droit d'être heureux. Et ça dans l'OMS c'est très fort. Il y a un droit au bonheur, un droit à la construction de soi en tant que sujet. Vous voyez par exemple il n'y a pas longtemps, on a dû expertiser
enfin, l'Ukraine a demandé à l'OMS un plan pour organiser leur santé mentale. Donc l'OMS a demandé à 70 experts internationaux un plan santé mentale. Donc ils ont écrit en 13 pages, et puis ils demandent à des gens de les reviewer. Donc j'ai reçu le truc, et c'est hallucinant tellement que c'est fou comme truc. C'est-à-dire, ça commence en préambule, les Ukrainiens ont droit au bonheur. Et après, il y a tout un tas de trucs sur l'inclusion, l'acceptation de la différence, Attendez, l'Ukraine, ils sont en guerre contre la Russie, c'est un pays corrompu, on ne peut pas avoir accès aux moindres médicaments quand on est un enfant avec des problèmes psychiatriques, il y a un système privé, enfin il y a un système public qui date de l'ex-URSS, et qui a l'air de fonctionner, mais qui en fait ne fonctionne pas parce que tous les médecins veulent gagner de l'argent, ils vont dans un système privé où enfin, vous imaginez la catastrophe. Et là, on commence par tous les Ukrainiens ont droit au bonheur. Mais c'est même pas de la naïveté, c'est une bêtise complète, quoi. De ne pas voir qu'il y a des enfants qui ont des syndromes de stress post-traumatique à l'appel parce qu'ils ont vécu une révolution et une guerre. Et ce qu'on demande, c'est un droit au bonheur. Vous voyez le décalage qu'il y a, et même, quand bien même ça serait, on pourrait dire que j'ai une vision tronquée parce que je suis médecin, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que le droit au bonheur? Enfin, philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire avoir un droit au bonheur? Quelle est la définition du bonheur? Là, vous savez qu'il y a des milliers de pages écrites sur la question, et que c'est compliqué, hein, tous les philosophes ne sont pas d'accord. Et donc en fait, ce qui a dû faire que l'OMS s'est lancé dans le bonheur, c'est en partie, donc en grande partie le fait qu'on se concentre maintenant sur le sujet qui doit se construire, qui doit pouvoir se construire et se réaliser dans sa vie. Et d'ailleurs, on le trouve dans la définition qu'ils vont donner de la santé mentale, qu'on connaît moins que la définition de la santé. Et vous allez voir, c'est très intéressant à quel point, on voit, ils sont bancals. Hein. La santé mentale de l'OMS, c'est état de bien-être. Et donc là, quand même, la santé physique, c'est l'état de bien-être. La santé mentale, c'est état de bien-être, dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté. Vous voyez, et c'est l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui est censée avoir une perspective humaniste, transculturelle, etc. Hein. Et ce truc-là a été réfléchi par des centaines de personnes avant de l'écrire. Il a été traduit en plein de langues et tout. Hein. Donc vous voyez les arrière-pensées de ce que c'est qu'un sujet qui est en bonne santé mentale. Et donc forcément, ça a un impact sur le travail de la pédopsychiatrie. Parce que dans la tête de la plupart des gens, la pédopsychiatrie et santé mentale, c'est la même chose. Vous voyez ? Et donc du coup, quand on va dire prévention des maladies mentales, c'est la prévention dans le domaine de la santé mentale. Et donc comme tous les concepts sont mélangés, il y a des gens qui vont penser, prévention, santé mentale, c'est quoi? Travail productif, surmonter les tensions normales, se réaliser, etc. Et on mélange ça avec un autisme automutilateur, une anorexie mentale, avec un IMC à 8. Oui. Alors que ça n'a absolument rien à voir du tout. On n'est pas dans la même galaxie. Et donc tout ça s'est passé au même moment, vous voyez, au même moment entre les 1943 et 1946. Et on l'a toujours pas digéré. C'est-à-dire que cette espèce de prisme, il y a la médecine qui est passée à un prisme qui l'a éclaté entre la santé, la souffrance du sujet et la physiologie. Et puis, en pédopsychiatrie, en plus, le problème institutionnel, du pédagogique, du judiciaire et du soin. Alors, mais du coup, il nous revient de remettre un peu les pendules à l'heure. Et donc, du coup, il nous revient finalement à nous de dire, mais alors, quel est notre cœur de métier? Et c'est là qu'il faut être honnête, finalement, alors, la psychiatrie, c'est quoi? Alors, si on demande à des psychiatres,
ils vont dire ben, c'est prendre en charge les dépressions, les TOC, la schizophrénie. Vous voyez, on va rentrer par la porte de la maladie. Mais c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. On ne peut pas définir une discipline à partir de clusters de maladies, parce qu'on peut dire après, mais comment sont définies vos maladies, et pourquoi alors cette maladie, c'est pas parce qu'elle est dans le DSM, alors par définition c'est de la psychiatrie. En fait, c'est un peu court comme... Alors, il faut bien appeler un chat un chat. Il y a une étymologie. Psychiatrie, c'est maladie de l'âme, soigner les maladies de l'âme. Eh bien, au XXIe siècle, il faut accepter le fait que le dualisme a toujours cours. Et ça, alors ça, c'est un premier point sur lequel on va s'arrêter juste 2 minutes. Parce que, eh ben, vous voyez, ça pose problème de dire ça. On peut même dire qu'il y a une espèce de, dans nos sociétés, hein, de truc qu'on pourrait appeler une crypto-spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous dis qu'on a un esprit, vous voyez, si je passe à la télé ou sur France Culture, je vais dire, ben voilà, les humains ont un esprit. On va dire, oh, qu'est-ce que c'est un esprit? Enfin, c'est esprit es-tu là? Non, aujourd'hui on a les neurosciences, on a les sciences cognitives, vous voyez, parlons sérieusement. Quand on est sérieux, on parle on parle pas d'esprit, on parle pas d'âme. L'âme, c'est pour les religions, pour des choses comme ça. Hein. Et donc, si on est sérieux, on ne parle pas d'esprit. D'ailleurs, dans les cours, dans les facultés de médecine, est-ce que le mot esprit est prononcé une fois? Même pensée. Hein, la pensée, je ne suis même pas sûr. Hein. Alors, vous savez ça d'un côté, mais d'un autre côté, vous avez plein de gens qui vont faire des cures de détox, qui vont faire de la méditation de pleine conscience. Et j'ai rien contre, hein, c'est pas. Mais vous voyez, il y a un clivage entre un discours officiel sur la pensée qui n'existe pas, et après quand on se retrouve soi-même, on dit ah c'est dur la vie et tout. Ah ben bon alors je vais écouter Christophe André qui va... Et c'est très bien, hein, encore une fois, je taquine, mais c'est un copain et il fait des choses très bien. Mais vous voyez, quand même, tout d'un coup se retrouve la vie intérieure. Voilà. L'importance de la vie intérieure, et la vie intérieure, c'est quand même se retrouver au fond de sa vie psychique. C'est ça le truc. Hein. Et donc, là, il y a un clivage. Et du coup, nous, on est en porte-à-faux. Parce qu'en fait... Il faut appeler un chat un chat. La psychiatrie, c'est s'occuper des gens qui sont en souffrance en tant que sujet pensant. On reprend Canguilhem. La médecine, c'est s'occuper des gens qui sont en souffrance et qui sont tellement en souffrance qu'ils ont besoin d'aide. Eh bien, nous, on s'occupe de la souffrance qui est ressentie à l'intérieur du sujet et qui n'est pas projetée sur un organe ou le corps. Alors là, je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent « Ah oui, mais comment il fait la différence ?» Et alors, quand on est anxieux, on a du mal à respirer, on a une sensation de striction dans la poitrine, et à contrario, quand on est asthmatique, on est terriblement anxieux, et alors, qu'est-ce que c'est que ce dualisme entre le corps et l'esprit? En fait, tout est mélangé. Ben ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai quand même que quand on vit, on a l'impression parfois qu'on a un esprit immatériel et parfois on a l'impression, quand je fais ça, que je me suis fait mal à la main et que c'est ma main et que c'est un os et que cet os, je le regarde, d'abord je ne le verrai jamais dans ma vie, enfin vraisemblablement. Et ce qui est quand même un mystère, c'est-à-dire que c'est moi, je sais qu'il y a un os, je sais que j'ai des reins, mais je ne les verrai jamais, donc quand même c'est une curiosité. Notre rapport à notre corps, hein, et quand même, je sais que je suis un sujet pensant, et je vous vois là, en face de moi, et bon, c'est curieux, voilà, qui sont ces gens qui ont l'air comme moi, mais peut-être ne le sont-ils pas vraiment, enfin, voilà, c'est quand même la réalité de l'existence humaine. Hein, il y a un esprit, il y a un corps, il y a un lien entre les deux. On sait bien qu'il y a un lien entre les deux, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il y a une contiguïté, il y a une intersection non vide, il y a tout ce que vous voulez. Mais quand vous avez une rupture sentimentale, c'est pas la même chose qu'une colique néphrétique. Ça fait mal les deux.
Mais c'est pas pareil. Ça fait pas. Il y a une différence fondamentale. Et voilà, et c'est évident, vous voyez, vous souriez, mais c'est. Il faut dire les choses simples. Et donc, une dépression, c'est pas la même chose qu'une jambe cassée. Ça fait mal les deux, ça fait horriblement mal, mais c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est en tant que sujet pensant, l'autre, c'est en tant que corps abîmé. Et la psychiatrie s'occupe du sujet souffrant en tant que sujet pensant. C'est pas compliqué, c'est quand même fou de pas le dire. Vous voyez, c'est quand même fou. Alors, pour la pédopsychiatrie, je vous l'accorde, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on ne dit pas non plus. Vous voyez, quand on dit pédopsie, psy pour adolescents, la psy du bébé et la psy adulte, et c'est quoi les différences? Bon, on dit, une anorexie mentale après tout, qu'on ait 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, finalement c'est la même maladie, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que la différence, elle est, moi, les patients qui viennent me voir, vous savez, pour commencer, je demande toujours, mais pourquoi tu viens me voir alors aujourd'hui à mon petit patient? Eh bien, plus d'une fois sur deux, il me regarde et il me dit, il est comme ça. Alors bien sûr, ils sont timides, ils ne veulent pas dire, je sais bien, d'accord. Et les parents sont là, mais écoute, on en a parlé dans la voiture, quand même, t'exagères et tout ça. Mais très souvent, alors mettons ça de côté, mais très souvent, ils ne savent pas. Mais alors c'est que si tu viens, tu sais, je suis médecin, donc si je suis médecin, c'est que tu dois aller pas bien. Alors puisqu'on va voir un médecin, c'est qu'on va pas bien. Alors tu vas pas bien? Ben non. Oui, un enfant hyperactif, non. Au début de l'hyperactivité, l'immense majorité des enfants hyperactifs sont en pleine forme. Hein? Ils débordent d'énergie. Ils débordent d'énergie. Et donc on est mais pourtant il y a une souffrance quand même. Il y a une souffrance, mais cette souffrance est délocalisée en pédopsychiatrie. Elle est délocalisée. Et donc c'est pour ça qu'on peut proposer comme définition du patient pédopsychiatrique, le patient pédopsychiatrique, c'est un lieu d'expression d'une plainte collective focalisée sur un enfant ou un adolescent. C'est le lieu d'expression d'une plainte collective focalisée sur un enfant ou un adolescent, plainte concernant son comportement ou son fonctionnement psychique. Ça marche assez bien avec ce qu'on fait en pratique, en fait. Hein. Alors je sais bien que c'est un peu tordu parce que, vous voyez, dès qu'on a un réflexe un peu médical, on dit, mais enfin quand même, s'il a un TOC, il a un TOC, c'est lui qui a un TOC, c'est pas ses parents. Mais en fait, si vous creusez bien, eh ben, ça tient quand même le coup. Ça tient quand même le coup. Hein. Là, vous pouvez prendre l'anorexie mentale, ça marche, une dépression, ça marche, les troubles anxieux, l'autisme, ça marche très très bien. Hein. L'hyperactivité de l'enfant, ça marche très très bien aussi. Non, moi je trouve que ça marche, mais on peut en discuter. Hein. Donc voilà, alors bien sûr, alors quand on dit ça, on va dire tout de suite, ah mais alors donc vous dites que c'est les parents qui sont malades, etc. Alors, et donc tout de suite il y a le spectre de dans l'autisme, vous avez dit que c'était... Non, c'est pas ça du tout que je dis, c'est pas ça du tout que je dis juste que quand un enfant a un problème pédopsychiatrique, toute la famille souffre, et ça c'est vrai. On peut pas, je dis pas que c'est à cause de l'un, de l'autre, que c'est la maladie, que c'est les parents qui ont une maladie mentale, je dis pas ça, j'ai pas encore prononcé le mot maladie. Hein. Je dis juste qu'un malade, c'est un sujet en souffrance. En pédopsychiatrie, les familles sont en souffrance. Une famille d'une patiente qui a une anorexie mentale, toute la famille souffre. Hein. Alors là, c'est vraiment... Et d'ailleurs, entre nous, si c'est vraiment une question de souffrance, la famille souffre plus que la patiente. La patiente, souvent... Alors, il y a une souffrance, en fait, hein, qui n'est pas verbalisée. Hein. Elle souffre. Mais dans l'entretien, hein, c'est tout le monde qui souffre. Hein, et elle est là... elle est forte sur ses jambes et elle résiste dans le regard. Hein.
Donc voilà, alors j'ai parlé de maladies. Alors du coup, ben, alors s'il y a des malades, alors que sont les maladies mentales? D'ailleurs, je prononce le maladie. Vous savez, pour plein de collègues, ah ben non, on ne peut pas parler de maladie, il faut parler de troubles. Non, non, nous, c'est pas pareil, c'est des troubles, c'est pas des maladies. Eh ben, c'est pas vrai. Il y a des maladies mentales. Voilà. Il faut le dire aussi. Prévention des maladies mentales. C'est des maladies. Alors, vous me direz, mais pourquoi? Alors, quelle est la définition d'une maladie? Ça, pour une fois, là, il y a une définition qui marche à peu près dans tous les pays. C'est un syndrome, une maladie c'est un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui sont corrélés statistiquement avec une étiologie et ça a un pouvoir pronostique et thérapeutique. Alors vous me direz, ah mais il n'y a pas d'étiologie dans les maladies mentales. Ben, bien sûr que si, et bien sûr qu'il n'y en a pas moins que dans les autres maladies. Parce que la leucémie aiguë lymphoblastique, on ne va pas dire que c'est un trouble, on va dire que c'est une maladie. Eh ben, je vous écoute, quelle est l'étiologie de la leucémie aiguë lymphoblastique? On n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi. Quand vous avez une leucémie, bon, il y a malheureusement un garagiste exposé au benzène qui va faire une leucémie à cause du benzène. Mais comme on dit, la fraction de risque attribuable sur les facteurs de risque connus, elle est de 5%. L'immense majorité des leucémies aiguës, eh ben, c'est la faute à pas de chance. C'est tout. On ne sait pas pourquoi. Or, il y a plein de maladies mentales, ben on sait pourquoi. La violence intrafamiliale, ça explique plein de maladies mentales. Alors vous me direz, ah oui, mais c'est pas la même chose. Ben oui, c'est des maladies mentales. Donc comme c'est mental, eh ben, les étiologies relèvent d'un autre champ théorique, possiblement biologique, possiblement environnemental et tout ce que vous voulez. Mais il y a des étiologies à plein de maladies psychiatriques, et en particulier on sait qu'il y a de la vulnérabilité génétique, il y a quand même un cerveau avec des synapses, des neuromédiateurs, ça participe aussi aux maladies mentales et tout ça. Donc, alors ce qui est drôle, c'est que c'est évident que les maladies mentales sont des maladies. C'est ça qui est drôle, c'est que bien sûr, quand on voit un patient avec une schizophrénie, enfin, dire que c'est un trouble, c'est quand même une bouffée délirante aiguë, c'est-à-dire que le patient, l'adolescent, était au collège, en l'espace d'une semaine, il se met à délirer. Dire que c'est un trouble et que c'est pas une maladie, quand on en a vu aux urgences, c'est quand même dur de dire que c'est pas une maladie. Hein. Il s'est passé quelque chose, hein, et il s'est passé quelque chose de violent pour que le patient soit aussi différent, autant en souffrance, autant désintégré. Bien sûr que phénoménologiquement, ce sont des maladies. Alors pourquoi? Et là aussi, c'est l'histoire hein, c'est que chez les Grecs, Hippocrate, il dit, l'âme appartient au philosophe, le corps au médecin. Et donc Hippocrate a refusé, il voyait bien hein, qu'il y avait des maladies mentales. Hein. Puisque c'est eux qui sont un peu à l'origine du dualisme, enfin pas forcément, mais quand même, et donc il voit bien qu'il y a des gens qui souffrent en tant que sujet pensant, c'est pas dit comme ça, mais ça revient un peu à ça, et là il y a un choix en fait, et c'est assez drôle, c'est le choix de la psychothérapie en fait, hein. C'est que vous savez, les sophistes sont parmi les premiers psychothérapeutes, ils étaient payés pour ça d'ailleurs, c'était parler pour soigner. Et donc, en fait, intuitivement, il faut être honnête, les médicaments psychotropes du temps des Grecs, déjà que les autres médicaments ne marchaient pas très bien, mais en fait, ils avaient l'opium. Hein. D'ailleurs, c'est marqué dans les textes. Hein. Ça coûtait très très cher. Et puis bon, ça a des effets indésirables. Et donc, du coup, comme soigner par la parole, ça marche, ben, j'ai l'impression qu'Hippocrate, il a dit, ben, l'âme, c'est aux philosophes, donc les médecines de l'âme. Mais alors, ils étaient gênés, par exemple, ils disaient, alors après, hein, il y en a la manie, parce qu'ils avaient quand même des états d'agitation. Ils avaient des troubles bipolaires, ils avaient des accès des bouffées délirantes aiguës aussi. Hein. Et il y en a un qui dit que la manie, qui n'est pas exactement comme notre manie, mais qui mélange la bouffée délirante aiguë, un accès maniaque et tout ça, oui, un état d'agitation spectaculaire. Il disait c'est une maladie, ça n'est pas une maladie de l'âme, parce que jamais un philosophe n'a réussi à la guérir. C'est-à-dire qu'il renverse le truc, il dit ah ben, comme on ne peut pas le guérir en parlant,
alors du coup, c'est une maladie du corps. Et vous voyez, on traîne ça depuis les Grecs, en fait. Hein. Si on peut soigner quelqu'un en lui parlant, c'est que ce n'est pas une maladie du corps, donc ce n'est pas une vraie maladie. Voilà, alors, j'en arrive à la conclusion. Du coup, prévenir les maladies mentales, ben alors il faut revenir aux fondamentaux. C'est prévenir quoi? C'est prévenir quoi? Et c'est avec quel type d'effet indésirable? Et puis c'est qui doit décider de prévenir ou pas? Vous voyez, je vous donne un exemple. J'ai des collègues médecins généralistes, quand le médecin généraliste doit faire de la prévention. Vous savez, d'ailleurs, il y a un plan prévention, donc prévention de l'obésité, etc., etc., de l'alcoolisme, du tabagisme. Eh bien, il y a des médecins généralistes qui disent que ce n'est pas leur job. Qu'après tout, les gens fument. Ben, de quel droit, moi, médecin, je vais dire à quelqu'un, écoutez, vous fumez, c'est pas bien. Vous buvez du vin, c'est pas bon pour la santé. D'abord, la santé, c'est le bien-être. Vous croyez que le vin, c'est mauvais pour le bien-être? Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des discours de prévention qui ne marchent pas. C'est parce que conceptuellement, ça ne marche pas. Le vin, c'est pas bon pour la santé. Ben, je suis désolé. Alors pour 9 personnes sur 10, si. Voilà. Mais d'ailleurs, le pire, c'est que ça a été testé. Hein. On a demandé à des addictologues jusqu'à quel point ils aimeraient vivre une vie sans vin. Eh ben, il y en a plein qui disent qu'ils seraient prêts à perdre 10 ans de vie hein, pour quand même pouvoir boire du vin régulièrement. Donc vous voyez à quel point il y a une ambivalence par rapport à ça. Et donc, et pourquoi? C'est parce que, en fait, un médecin ne s'occupe pas de problèmes de santé. Si la santé, c'est le bien-être, le rôle de la médecine n'est pas de rendre les gens heureux. Pas du tout, c'est pas ça. Le rôle de la médecine, c'est de répondre à la souffrance d'un sujet. Ça n'est pas de rendre les gens heureux. C'est beaucoup plus compliqué d'être heureux que de ne pas être souffrant. C'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, la prévention primaire, la bonne santé, ça n'est pas de la médecine. Et la bonne santé mentale, ça n'est pas de la pédopsychiatrie. Vous voyez, déjà, il faut dire ça. Déjà, il faut dire ça. Nous n'avons pas à promouvoir la santé mentale. Ça n'est pas notre métier. Et il faut le dire. Et du coup, en le disant, eh ben, je suis sûr que ça va calmer les gens. Parce que les gens ont peur de nous. Ils ont peur que l'on s'approprie tout, vous voyez. C'est-à-dire, comme en fait, le bien-être, le bonheur, la réalisation de soi devient quelque chose de très important. Si on associe santé mentale et psychiatrie, eh ben les psychiatres vont s'occuper du bonheur des gens et ça va être un drame sociétal. Et les gens ont confusément peur de ça et du coup on met de côté la pédopsychiatrie qui est un objet dangereux. Et donc je crois que la prévention primaire des maladies mentales ne relève pas de la pédopsychiatrie. Voilà. Et il faut le dire fort, et en le disant fort, eh bien, on sera plus crédible. Merci pour votre attention.